Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo. Je vais continuer à répondre aux questions du challenge 31 jours au pays du tarot. Alors pour ça, je suis accompagnée de Rise, voilà, qui est sur mes genoux et qui est tout mignon, pas de bêtises. Alors j'ai des petits soucis avec mon ordinateur, donc il y a des chances pour que ça bouge un petit peu, enfin qu'il y ait des frises de l'image de temps en temps, voilà, je m'en excuse. Et donc je vais, mais bon, c'est moins important parce que je vais pas montrer d'image, je vais surtout répondre à des questions. Donc la première question, c'est comment est-ce que je pense que le tarot fonctionne? Alors, pour moi, il y a plein de façons de tirer les cartes. Et la première façon, avec laquelle j'ai beaucoup travaillé, c'est de faire du tirage psychologique en projection. Alors cette façon-là, elle est beaucoup plus normée et elle est bien mieux connue, c'est-à-dire qu'on va utiliser les principes de la psychologie, c'est-à-dire que l'on projette ce que l'on va voir sur des images va correspondre à un reflet en fait de notre inconscient. Donc en fait on travaille sur les cartes en tant que support et en tant que miroir. Et ce miroir va nous donner accès à des choses inconscientes qui jusqu'à présent n'étaient pas mises en lumière. Donc ça, ce sont des tirages où, par exemple, je vais me sentir pas très bien et je vais prendre une carte, je vais regarder l'image de la carte. Donc en fait, quelle que soit la signification de la carte, ça n'a pas d'importance. Je regarde la carte et je vois... je vais dire voilà ce que je vois, et en fonction de ce que je vois, je vais en déduire un certain nombre de choses sur ce qui se passe au niveau des processus inconscients. C'est quelque chose que j'ai beaucoup fait en accompagnement aussi, en utilisant la technique de Denise Roussel. Je vous mettrai les références du livre si ça vous intéresse. On fait un tirage, on met des cartes et la personne se projette dans les cartes et on l'accompagne, hein, c'est du travail de coaching, et on lui demande qu'est-ce que tu vois dans la carte et quelle histoire tu pourrais raconter par rapport à cette carte, etc. Et on a accès à des processus inconscients et c'est très très intéressant parce que, par exemple, il y a des gens qui souhaitent réussir et au niveau inconscient, ils ont un processus d'auto-sabotage, même des processus inconscients, qui disent non, tu peux pas réussir. Voilà. Donc ça c'est super intéressant et on sait un peu comment ça marche puisqu'il y a Jung qui a travaillé dessus. Enfin, c'est aussi le principe des tâches de Rorschach. Donc on a pas mal de matériel. Il y a eu des recherches sur le fonctionnement de ce travail en psychologie. Ça ne veut pas dire que plus tard on n'aura pas plus d'informations, mais aujourd'hui on a déjà des choses. Après, quand je fais des tirages, soit pour moi, soit que je fais des tirages par téléphone, là, on n'est pas sur de la projection, c'est des tirages classiques où je considère que les cartes qui sont intéressantes et qui vont donner des réponses, elles viennent par synchronicité, ce sont les bonnes cartes que je vais tirer si je suis suffisamment centrée. Alors pour moi, ça fonctionne avec l'intention, c'est-à-dire ça va suivre mon intention, l'intention que je vais mettre, et les cartes se connectent avec la personne, mais je ne sais pas comment ça fonctionne. Voilà, moi je suis une scientifique, hein, j'ai fait des études de chimie, je ne vais pas vous dire oui ça fonctionne d'âme à âme ou ça fonctionne comme ci comme ça, je n'en sais rien. Ce que je vois, c'est que ça fonctionne et que ça aide les gens et que ça m'aide moi aussi. Voilà. Alors après, moi je me suis, je me suis dit voilà, peut-être que ça fonctionne d'âme à âme, qu'il y a un contact qui se fait, puisque pour moi il n'y a pas de séparation ni au niveau du physique ni au niveau du temps, quand on fait par exemple des tirages sur le passé, ni au niveau du futur. D'ailleurs tout suit un peu les lois de la physique quantique, donc il n'y a pas de séparation. Donc en fait, il y a vraiment quelque chose au niveau énergétique qui se passe, qui met en contact tout, le futur, le passé, le présent, et les gens aussi. Et quelque part, on arrive à cette unité, et cette unité, après, je ne sais pas si c'est très bien expliqué, mais cette unité, après, elle permet de tout mettre en contact et d'avoir accès à un certain nombre d'informations. Ma croyance, donc c'est pas, je le redis, c'est pas une explication scientifique, c'est ma croyance à moi, et on a tous des croyances différentes, et je crois pas qu'il y ait une croyance qui soit
en elle-même juste. Je pense que nos cerveaux ne sont pas suffisamment intelligents pour capter l'essence véritable de la vérité avec un grand V, et que donc on met des images. Donc les images que moi je mets, la compréhension que j'en ai, c'est... j'en parle souvent, donc moi j'ai cette idée de cheminement de l'âme, de chemin de vie dans cette vie. Je crois aussi en la réincarnation, mais c'est pareil, c'est ma croyance à moi. Et je crois, voilà, à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que tout est lié. Et lorsque je tire les cartes, quelque part, c'est le guide de la personne, donc celui qui aide la personne, ou quand c'est pour moi, mon guide, ou mes guides, donc les énergies en fait qui accompagnent la personne pour avancer sur son chemin de vie, pour réaliser quelque part le chemin le plus intéressant et le plus juste, et celui où on va le plus apprendre. Voilà, parce que on a chacun un chemin de vie, on a chacun des choses à vivre dans cette vie, dans cette incarnation. Et on a donc des challenges à développer, à surmonter. On a des qualités à développer. Voilà, on a plein de choses à faire. Il y a beaucoup de travail à réaliser. Et quand je fais un tirage, en fait, je me connecte à la source, le guide, qui permet donc d'accompagner et de faire avancer sur le chemin de vie de façon juste. Voilà. Donc c'est comme ça que je vois les tirages et que je les comprends. Mais je le redis, on est dans le domaine de la magie, donc de choses qui ne sont pas compréhensibles, sachant que dans le passé, il y a des choses qui étaient mises dans le domaine de la magie, qu'on comprend aujourd'hui et qu'on n'appelle plus de la magie. Donc je pense que peut-être un jour on sera capable au moins de mettre des mots un peu plus sophistiqués que ce que je viens de dire, un peu plus scientifiques sur ce qui se passe. Voilà. Alors après, qu'est-ce qu'il y avait comme autre question? Si je pouvais créer un jeu de tarot, à qui est-ce que je demanderais de faire les illustrations? À plein de gens. Il y a plein d'artistes qui sont très doués, que j'aime beaucoup Célia. D'ailleurs, j'ai eu cette occasion-là, c'est pas un tarot, mais c'est à elle que j'ai demandé de faire les illustrations du petit oracle des fées. Oups, alors je reviens. Mon chat a essayé de me détruire mon petit pot de jonquille. C'est un chat jardinier qui aimerait bien aussi s'occuper des plantes, mais qui détruit mes pots. Donc voilà. Donc oui, au niveau des illustrations, j'adore Célia Melville. C'est d'ailleurs, voilà, j'ai eu l'occasion, pas pour un tarot, mais pour un petit oracle, de lui demander de faire l'illustration de la boîte et du dos des cartes. Et je suis super contente, j'aime beaucoup travailler avec elle. Donc voilà, Célia Melville, c'est sûr. Et voilà, j'ai déjà été... La question s'est déjà posée. Après, j'aime énormément Anna Tourian. Je trouve qu'elle fait des choses très jolies et très incarnées. Et puis, si je devais citer une autre personne qui n'est pas dans le domaine des cartes, c'est, je crois qu'elle s'appelle Véronique Franpa. Je vous mettrai les références dessous. Elle fait c'est magnifique ce qu'elle fait. Ça fait des dessins un petit peu anciens à l'encre. Qu'elle colorie, enfin elle met des couleurs après et elle fait des magnifiques fleurs, elle fait des paysages aussi, des animaux, et j'adorerais en fait faire un oracle avec elle parce que je trouve ça super beau, un oracle ou un tarot, et voilà, j'aime énormément ce qu'elle fait. Après il y a plein d'artistes qui ont beaucoup de talent, donc voilà, il y a le choix. Alors ensuite, la question d'après, c'est quoi? C'est est-ce que j'utilise le tarot de Marseille? Et si oui, comment est-ce que je lis les mineurs? Donc oui, j'utilise le tarot de Marseille, j'aime beaucoup. C'est une grande histoire d'amour, le tarot de Marseille. C'est le premier tarot que j'ai eu, le tarot de Jodorowsky, que j'ai après plusieurs années de travail avec seulement les majeurs, que j'ai délaissé au profit des systèmes Rider-Waite ou Thoth. Et puis j'y suis revenue avec beaucoup de plaisir, de passion, d'envie de découvrir d'où venaient les cartes. Exactement, c'est super intéressant parce que j'ai regardé une petite interview d'Isabelle Nadolny et elle dit ça, elle dit quand j'ai eu bon, elle c'est une historienne, donc
elle a eu ce réflexe-là. Elle avait acheté le tarot de Marseille en se disant, mais pour tirer les cartes, hein, mais elle s'est dit, mais d'où ça vient? Quelle est l'histoire de ce jeu? Et moi, je suis allée creuser, et c'est vrai que ça a été difficile, parce qu'il y avait peu d'informations. Et j'ai été un peu déçue de voir que la plupart des informations venaient du monde anglo-saxon, alors que le tarot de Marseille, c'est européen, donc européen, français, italien, allemand, suisse. Et du coup, voilà, j'ai trouvé un peu dommage qu'il n'y ait pas plus de choses en français. Et là, je suis super contente d'ailleurs qu'elle publie son livre. Tout comme j'ai été contente de découvrir le livre sur le tarot de Marseille et l'héritage de l'ésotérisme chrétien, je crois. J'ai trouvé voilà, très intéressant, même si, comme tout livre, voilà, on prend ce qui nous parle et puis on laisse ce qui ne nous parle pas, hein, bien sûr. Donc voilà, donc je suis revenue au tarot de Marseille. J'ai travaillé les mineurs au départ en utilisant le livre de Jodorowsky que j'aime beaucoup parce que c'est avec celui-là que j'ai commencé. Puis Jodorowsky, c'est une personne que j'admire, que j'aime. Et voilà, j'aime les BD qu'il a réalisées, notamment la série de l'Incal. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a un univers qui me parle. Donc j'aime la façon dont il a abordé le tarot de Marseille. Après, j'ai travaillé, moi, personnellement, sur les nombres, sur les... un peu plus aussi sur la signification des suites. Et en fait, aujourd'hui, je ne travaille avec le tarot de Marseille qu'en intuitif. Alors ça paraît un peu bizarre, mais voilà, j'étale les cartes et je regarde ce que je vois en fait, et je m'aide un petit peu des nombres, mais je le fais énormément en intuitif et en regardant en fait les images. Et en regardant ce qui se passe dans les images, s'il y a des choses chargées et qui deviennent moins chargées. Par exemple, il y avait beaucoup un 8 de bâton, puis qu'après on arrive dans l'histoire à quelque chose comme un 3 de bâton. Donc il y a une idée voilà, donc ça, il y a des choses qui se déchargent ou qui s'allègent. Ou voilà, c'est un peu cette façon-là que j'ai de tirer le tarot de Marseille. Et en fait, j'ai envie d'aller explorer plein de façons d'utiliser le tarot de Marseille. Et je pense que je vais investir dans plusieurs livres. Mais là, voilà, je suis toujours des crises où je prends plein de livres et en fait, finalement, j'arrive pas à tout lire. Donc, je me suis dit, non, tu termines d'abord tout le travail que tu es en train de faire avec le livre que tu lis aujourd'hui. Et puis, revenir peut-être un petit peu aussi sur celui de Jodo. Et après, j'irai voir ce qu'a fait Camélia Elias. Je pense aussi peut-être acheter le livre de... mince, comment est-ce qu'il s'appelle oui, de Enrique Enriquez. Voilà, je vais aller voir ce que des personnes ont fait du tarot de Marseille de façon différente. Je vais refaire un petit peu, enfin je suis en train de refaire un tour sur le tarot de Marseille, mais j'ai pas envie de me presser, j'ai envie d'y aller doucement, j'ai envie que ce soit voilà, pour le plaisir. J'ai aussi, attendez, je vais vous montrer, ah non, il est sur ma table de nuit, mais j'ai aussi reçu le tarot de Chris Hadar, le tarot de Marseille de Chris Hadar, qui est un petit peu différent et qui a lui aussi fait une étude sur tous les tarots existants et qui a fait son propre tarot et qui l'a transformé en un tarot synthèse, comme Jodorowsky l'a fait, comme Wilfried, mince, comment est-ce qu'il s'appelle, ah zut, qui est pour le tarot Millennium. Donc ça, c'est des gens qui travaillent la signification du tarot à travers les tarots historiques et qui créent un nouveau tarot à partir de ces recherches. Donc je trouve que c'est très intéressant. Donc le tarot Millennium, pour l'instant, je le laisse à Mime. Moi, je vais explorer d'autres choses et je suis ce que le travail de Mime en parallèle. Mais donc voilà. Pour moi, le tarot de Marseille, c'est un outil
qui est super intéressant parce qu'on est sur le reflet du Moyen-Âge avec cette vie du Moyen-Âge, les croyances, les pratiques, les choses importantes au Moyen-Âge. Et je trouve ça passionnant, le côté historique. Et je trouve passionnant aussi d'aller retrouver cet esprit du Moyen-Âge et de voir en quoi est-ce qu'il peut nous toucher aujourd'hui. Voilà, donc il y a quelque chose de, quelque part, un travail plus profond que je fais avec le tarot de Marseille qu'avec le Rider-Waite. C'est un travail que j'ai pu faire avec d'autres jeux, notamment certains jeux ou des tarots, mais qui ont été transformés pour faire soit du travail psychologique, soit du développement personnel. Mais là, je le fais en lien avec l'histoire et c'est juste passionnant. C'est touchant, et puis ça me permet, alors moi je suis quelqu'un qui est toujours comment dire, j'ai pas un cheminement linéaire, je suis toujours en étoile, donc je fais des connexions avec tout, et donc ça me rajoute en fait des informations dans ma petite base de données. Et ça enrichit ma compréhension de la vie, du tarot. Voilà, je trouve ça vraiment passionnant et je suis tellement heureuse. C'est vrai que j'ai pas mesuré l'impact du futur livre d'Isabelle Nadolny parce que je faisais d'autres choses et là je mesure, enfin je suis impatiente de le voir, je suis impatiente de vous le présenter. Parce que je pense qu'il va intéresser beaucoup de gens et toutes les personnes qui sont intéressées par le tarot, je pense que ça sera une vraie richesse et pas seulement juste aller étudier l'histoire, mais que ça va enrichir en fait la pratique du tirage parce que ça enrichit le tarot, enfin le terreau et non pas le tarot. Là c'est intéressant, dans lequel on va puiser pour faire les interprétations. Voilà, alors après, je vais en faire plusieurs. Quelle est la carte de tarot que j'ai le plus de difficultés à comprendre et pourquoi? Alors, quand j'ai commencé à travailler avec le tarot de Marseille, j'ai utilisé un livre, une technique, et c'est ce que je vous recommande d'ailleurs, au départ, et du coup tout était clair. Voilà, et j'avais pas forcément de difficulté avec une carte de tarot particulière. Et puis plus j'ai vu de tarot, plus j'ai fait de recherches sur le tarot, plus j'ai vu les contradictions, des façons très différentes de voir certaines cartes. Et du coup, c'est des choses qui m'ont troublée et qui, en fait, ont un peu déstabilisé ma façon de voir certaines cartes. Et donc, ces cartes-là, c'est la papesse et la lune. Pourquoi? Parce que la papesse, on peut voir beaucoup de choses en fait dans la papesse. La papesse, si on voit la représentation du tarot de Marseille, je vais vous en prendre une. Hop. On va prendre celui-là. La papesse de Paul Marteau. Donc on a un personnage assis avec un livre. Donc par rapport par exemple au travail du Moyen-Âge, on peut dire que c'est la connaissance, on a quelque chose lié à la connaissance, voilà, la connaissance, point. C'est aussi, je vous l'avais montré, on retrouve cette représentation dans l'Annonciation, c'est-à-dire on a la Vierge qui est représentée comme ça avec un livre et on a l'ange qui vient lui annoncer qu'elle va porter le Christ. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la matrice. Et voilà, alors elle a quelque chose de très spirituel et en même temps, moi c'est ça qui me trouble, elle est très habillée, c'est le personnage le plus habillé et donc on pourrait dire le plus ancré dans la matière et le moins spirituel. Et c'est vrai que en tant que si c'est l'Annonciation et qu'elle porte le Christ, c'est elle qui apporte en fait la matière.
Jean-Claude Flornoy dit que c'est l'énergie de la grand-mère, que c'est à l'époque les gens, enfin les enfants étaient élevés au départ par les grand-mères parce qu'il y avait énormément de mortalité infantile, et donc c'est la grand-mère qui apprenait le contact avec le monde, le toucher, le côté intuitif, enfin pas intuitif, des instincts en fait. Donc voilà comment qu'est-ce qu'on fait, enfin c'est le début de la vie, hein. Au début l'enfant il apprend à bouger son corps, à ressentir les choses, et là attention ici c'est chaud, donc toute la partie des instincts qui fait qu'après on est capable de se diriger dans le monde. Et puis dans les jeux de Rider-Waite, on a déjà la grande prêtresse. Et il y a pas mal de gens qui ont interprété cette grande prêtresse comme étant la jeune fille, avec avec un côté un peu New Age aussi. Donc voilà, la jeune fille qui arrive. Où est-ce qu'elle est? Après, on a parlé d'Isis. Alors c'est elle qui remembre, ça peut avoir un sens aussi. Alors. Et puis, voilà. Donc elle est aussi assez habillée dans le Rider-Waite, mais on a d'autres versions de Rider-Waite où elle est païenne, et c'est la sorcière. C'est la sorcière, c'est Lilith. Donc c'est très très différent en fait comme interprétation. Et puis dans Jodorowsky, on a l'idée, alors pas dans celui de Marteau, mais dans celui de Jodorowsky, la papesse, et c'est comme ça que je l'ai appris, elle a le visage blanc, et donc c'est la femme froide, la femme froide qui est pas en lien forcément avec ses émotions. Donc vous voyez qu'on a énormément de choses. Alors après, c'est vrai que la papesse, c'est une carte mystérieuse, et qui représente quelque chose de mystérieux, et donc peut-être c'est normal aussi qu'elle soit mystérieuse. Et on a la même chose pour la lune. La lune, ce qui m'a troublée, c'est là on a les représentations se ressemblent un peu au niveau du, qu'on soit dans le Rider-Waite ou dans le Marseille. Mais en fait, dans la Lune, on a vraiment l'idée de la Lune avec la réflexion du Soleil, donc quelque chose de trompeur. Quand on est dans un endroit où on est éclairé par la Lune, il y a des ombres qui peuvent faire peur. Alors on peut penser qu'il y a des monstres, mais il n'y a pas de monstres, c'est juste les ombres que crée la Lune. Il y a quelque chose aussi d'effrayant avec, pendant la pleine Lune, il y a toute la... comment dire, les histoires de loups-garous, de danger. Donc on a cette idée de flou, d'inconnu, de danger, de tromperie aussi. Et en même temps, quand on travaille en chamanisme, par exemple, comme avec les 13 mères originelles, où on suit les énergies de la Lune, on a cette idée de Lune qui accompagne en fait les hommes. Donc on a quelque chose de beaucoup plus on a quelque chose et puis on a les trois aspects de la déesse avec les trois phases de la lune. Donc associé à la lune, on a des choses qui sont positives dans les traditions païennes et les anciennes traditions aussi chamaniques. Il y a toutes ces informations là sur la lune qui ont fait que à un moment, il y a eu trop de choses et j'ai plus pu utiliser cette idée de lune. Et la carte de la lune a été compliquée pour moi. Alors maintenant, comment dire, avec tout ce que j'ai, ce grand pot d'informations sur ces deux cartes, en fonction des tirages, tout de suite, c'est la signification qui est adapté au tirage qui va venir. Et très souvent, en fait, c'est les significations qui... souvent la lune, voilà, on a des choses sur l'inconscient collectif. Voilà, très souvent on tombe sur ces significations-là, ou le fait que ce soit flou.
trompeur. Voilà, donc c'est plutôt ces significations-là que je vais prendre, mais parfois il y a des choses un peu surprenantes qui sortent, et donc j'utilise aussi les autres significations possibles. Mais je trouve que ces deux cartes, ce sont vraiment les cartes les moins faciles à comprendre, parce que ce sont des cartes justement de mystère en fait, de choses cachées. La lune, c'est normal en fait qu'elle soit pas facilement compréhensible, parce que elle a ce côté caché, ce côté flou, ce côté trompeur, et je trouvais hyper intéressant que aussi dans le tirage des cartes, elle a ça. Et la papesse, elle est mystérieuse, hein. Déjà le nom, la papesse, c'est un nom qui est mystérieux. Et d'ailleurs dans des anciens jeux, elle ne s'appelle pas la papesse, elle s'appelle la panse, donc le ventre. Donc on a cette idée de ventre qui reçoit, donc c'est bien en accord avec les significations que l'on a sur le Jodorowsky, ou la vision de l'Annonciation. Voilà, mais on peut aussi, en fonction des jeux, en fait, il y a des jeux païens où on n'a pas du tout ça, hein, on l'a plus dans l'impératrice, hein, le fait de porter, la femme enceinte, on va la trouver dans l'impératrice, alors que dans le tarot de Marseille, l'impératrice, c'est plus l'intelligence. Donc je vais, en fait, quand je tire les cartes avec le Marseille, j'utilise les significations du Marseille. Quand je tire les cartes avec un jeu différent, je vais utiliser les significations du jeu, et la façon que le jeu a mis en image ce que l'auteur avait compris. Voilà. Voilà, je vous embrasse tous. J'espère que vous avez compris ce que je vous ai raconté. C'est comme je n'avais pas préparé, du coup ça vient un peu en vrac. Et puis il y a des notions qui sont un petit peu compliquées à expliquer. Donc je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt.